Tu dépenses un argent qui ne t'appartient pas, Georges. Cet argent est celui de la famille, pas le tien. » C'était ma belle-fille, Valérie, qui parlait. Sa voix était froide, calculée, sans la moindre trace de honte. Mon fils, Olivier, était assis à côté d'elle à la table de la cuisine, fixant son assiette comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Il ne dit rien. Pas besoin. Son silence était l'approbation dont elle avait besoin. J'avais 89 ans. Mon cœur faible battait de manière irrégulière dans ma poitrine, faisant ce bruit étrange que les médecins appelaient arythmie. J'étais debout, tenant encore mon portefeuille à la main, car je venais de rentrer de la pharmacie. J'avais dépensé 43 € pour acheter des médicaments qui me maintenaient en vie, et ma belle-fille, qui vivait dans ma maison depuis seulement 5 ans, me disait que je volais ma propre famille. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste posé le portefeuille lentement sur la table, senti le vertige monter et me suis appuyé sur la chaise. J'ai fait semblant d'être trop fatigué pour discuter, fait semblant de ne pas avoir bien compris. Mais j'ai entendu chaque mot, chaque syllabe chargée de mépris, et j'ai tout gardé comme on garde des munitions pour une guerre qui va bientôt commencer. Mon nom est Georges Moreau. Je suis né à Tours, dans la région du Val-de-Loire, en 1935, un jour froid de mars où ma mère a failli mourir en couche. J'ai grandi dans une France qui guérissait encore de la Première Guerre mondiale et qui allait bientôt saigner dans la Seconde. Mon père était cheminot, ma mère couturière. Nous étions pauvres, mais pas misérables. Nous avions de la nourriture sur la table. Nous avions un toit. Nous avions notre dignité. J'ai travaillé 54 ans comme technicien électricien à la SNCF, la compagnie ferroviaire nationale. J'ai commencé à 15 ans comme apprenti, portant des caisses à outils qui pesaient plus lourd que moi, me levant à 5 heures du matin pour prendre le premier train, rentrant chez moi avec les mains sales de graisse et les muscles douloureux. J'ai appris le métier avec des hommes durs, qui n'avaient pas de patience pour l'erreur. J'ai appris qu'un travail bien fait n'a pas besoin d'éloges, mais qu'un travail mal fait vous poursuit toute votre vie. J'ai pris ma retraite à 69 ans, en 2004, en tant que superviseur d'équipe de maintenance. 54 ans de service, 54 ans de cotisation à la sécurité sociale française. 54 ans qui me garantissaient une retraite de 2400 € par mois. De l'argent honnête. De l'argent gagné. Mon argent. J'ai épousé Hélène Duchamp en mai 1957. Elle avait 20 ans, j'en avais 22. La cérémonie a eu lieu à l'église Saint-Julien, une petite église mais jolie, avec des vitraux colorés qui peignaient le sol en rouge et bleu quand le soleil brillait au bon moment. Nous avons invité 50 personnes, mes parents, les siens, oncles, cousins, amis du travail. Nous avons fait la fête dans la salle communautaire du quartier. Nourriture simple, vin bon marché, musique de phonographe, mais c'était beau, c'était à nous. Hélène était couturière comme ma mère. Elle travaillait dans un atelier qui fabriquait des uniformes pour les hôpitaux et les écoles. Doigts rapides, yeux précis, patience infinie. Elle pouvait coudre un ourlet parfait tout en parlant, riant, racontant des histoires. J'ai toujours trouvé cela magique. Nous n'avons eu qu'un seul enfant, Olivier. Il est né en février 1958, durant l'hiver le plus froid que Tours ait connu depuis des décennies. Les rues étaient couvertes de glace, les tuyaux gelés. Hélène est entrée en travail à 3 heures du matin. J'ai couru dans la rue sombre et glacée jusqu'à la maison du voisin qui avait le téléphone. J'ai appelé l'hôpital. Je suis revenu en courant. L'ambulance a mis 40 minutes à arriver car les routes étaient impraticables. Olivier est né à la maison. Dans notre lit, avec la sage-femme improvisée qui était en fait la boulangère du coin et qui avait aidé à mettre au monde la moitié des enfants du quartier. Quand j'ai entendu ses pleurs, quand j'ai vu Hélène tenant ce bébé rouge et ridé contre sa poitrine, j'ai juré que j'allais tout faire correctement, que j'allais être le père que mon père avait été pour moi, que j'allais enseigner le travail, le respect, la dignité. Olivier a grandi dans une maison pleine d'amour et vide de luxe.
Nous n'avions pas de voiture, nous n'avions pas de télévision jusqu'à ses 10 ans, nous ne partions pas en vacances, mais nous dînions ensemble tous les soirs, nous avions des conversations, nous avions des rires. J'ai appris à Olivier à faire du vélo sur la place en face de l'église. Je lui ai appris à réparer une prise, changer un fusible, monter un circuit électrique simple. Hélène lui a appris à cuisiner, à laver le linge, à coudre un bouton. Il était bon élève. Il avait de bonnes notes. Il aimait les mathématiques et les sciences. Quand il a terminé le lycée, il est entré à l'université pour étudier l'informatique. Il a été le premier de la famille à faire des études supérieures. Hélène et moi étions si fiers que nous allions exploser. Nous avons payé les frais avec difficulté. Nous avons coupé dans tout. Mais nous avons payé. Parce que l'éducation était un investissement. C'était l'avenir. C'était une porte qui s'ouvrait. Olivier a obtenu son diplôme en 1982. Il a trouvé un bon emploi dans une entreprise de technologie à Tours. Bon salaire, bonne perspective, bon avenir. Il a rencontré Valérie en 1997. Elle était secrétaire dans l'entreprise. Belle, polie, sourire facile, vêtements toujours impeccables, ongles toujours faits. Ils se sont fréquentés pendant 3 ans. Ils se sont mariés en 2000. Hélène et moi l'aimions bien au début. Elle était gentille, serviable, disait les bonnes choses au bon moment. Elle apportait des fleurs quand elle venait dîner. Elle complimentait la cuisine d'Hélène. Elle m'appelait Papa Georges, avec cette voix douce. Mais Hélène, qui avait l'instinct d'une mère et l'intuition d'une femme, m'a dit une fois, à voix basse, pendant que nous faisions la vaisselle après un dîner, « Georges, cette fille sourit trop, avec les mauvais yeux. Je n'ai pas compris à l'époque. J'ai compris plus tard, des années plus tard. Nous avons acheté notre maison en 1963, maison de 3 chambres rue Voltaire, quartier ouvrier de Tours, près de la gare. Nous l'avons payée avec un prêt de 30 ans, 30 ans de mensualité qui mordait le salaire chaque mois. Mais elle était à nous. Chaque brique, chaque planche, chaque tuile. Nous l'avons rénovée petit à petit. Nous l'avons peinte, changé le sol, modernisé la salle de bain, planté un jardin. Cette maison a grandi avec nous. Elle a vu Olivier faire ses premiers pas. Elle l'a vu obtenir son diplôme. Elle a vu nos cheveux blanchir. Elle a vu Hélène dépérir. Hélène est morte en janvier 2019, AVC. Elle préparait le petit déjeuner comme elle le faisait tous les matins depuis 62 ans. J'ai entendu le bruit de sa chute. J'ai couru vers la cuisine. Elle était au sol, les yeux ouverts, le corps tordu, un filet de salive coulant du coin de sa bouche. J'ai appelé le SAMU. J'ai crié l'adresse. J'ai tenu sa main. Je lui ai dit que j'étais là, que tout allait bien aller. Mensonge. Rien n'est allé bien. Elle est morte à l'hôpital 3 heures plus tard, sans se réveiller, sans dire au revoir, sans me donner la chance de lui dire que 62 ans n'avaient pas suffi, que j'en voulais plus, que j'en avais besoin de plus. Les funérailles ont eu lieu un mardi, église Saint-Julien, la même où nous nous étions mariés. Cercueil simple, fleurs blanches. Prêtre qui ne la connaissait pas lisant un texte générique sur la vie éternelle. Olivier a pleuré. Valérie aussi, mais d'une manière différente. D'une manière qui ressemblait plus à une performance qu'à de la douleur. Je suis rentré chez moi vide. La maison était trop silencieuse, trop grande, trop froide. Hélène était dans chaque coin. Dans le fauteuil où elle s'asseyait pour coudre, dans la cuisine où elle faisait le café, dans le jardin où elle plantait des tomates. Mais elle n'était pas là, et elle ne serait plus jamais là. C'est alors qu'Olivier et Valérie ont commencé avec leur discours. « Papa, tu ne peux pas rester seul ici, c'est dangereux. Papa, et si tu tombes, et si tu oublies la cuisinière allumée, et si tu te sens mal la nuit, et qu'il n'y a personne pour t'aider. Aider, papa, nous nous inquiétons. Nous voulons prendre soin de toi. » J'étais vulnérable. J'étais brisé. J'avais peur de la solitude. Alors j'ai cru. J'ai cru parce que je voulais croire. Parce que l'alternative était de rester seul dans cette grande maison, à parler aux fantômes. 3 mois après les funérailles, Olivier a suggéré que je vende mon appartement. Appartement? Oui,
Parce qu'en 2015, quand la maison est devenue trop grande pour Hélène et moi, quand monter les escaliers est devenu un effort et s'occuper du jardin est devenu impossible, nous avons vendu la maison et acheté un appartement plus petit. T3, rue Nationale, près du centre, près de tout. 3e étage, sans ascenseur, mais ça allait. Nous avons payé 120 000 € comptant avec l'argent de la vente de la maison. Olivier a suggéré que je vende l'appartement et que je retourne à la maison. La maison que j'avais donnée en donation à lui en 2013. C'est plus pratique, papa. Nous vivons ensemble, nous prenons soin de toi, tu n'es pas seul. Cela semblait raisonnable, cela semblait affectueux, cela semblait juste. J'ai mis l'appartement en vente en avril 2019. Je l'ai vendu en juin pour 165 000 €. Le marché immobilier à Tours était bon, l'emplacement était excellent, l'appartement était bien entretenu. Olivier a ouvert un compte joint, compte à son nom et au mien. C'est plus pratique pour tout, papa. Si tu as besoin de quelque chose et que tu ne peux pas sortir, je m'en occupe. S'il t'arrive quelque chose, j'ai accès pour payer tes factures. Cela avait du sens. Cela semblait être de la protection. Cela semblait être de l'attention. J'ai transféré les 165 000 € sur le compte joint. J'ai signé les papiers. J'ai fait confiance. Je suis retourné à la maison. La maison qui avait été à Hélène et à moi. La maison où nous avons élevé Olivier. La maison qui appartenait maintenant légalement à lui parce que j'avais fait une donation en pleine propriété en 2013, suivant les conseils du notaire pour réduire les droits de succession, mais avec usufruit viager, droit d'y vivre jusqu'à ma mort, droit garanti par la loi, droit inviolable, ou du moins c'est ce que je pensais. Les premiers mois ont été supportables. Valérie cuisinait, Olivier tondait la pelouse. Je restais dans mon coin, essayant de ne pas déranger, essayant de ne pas être un fardeau. Je lisais le journal, j'écoutais la radio, je regardais la télévision. J'évitais de parler d'Hélène parce que chaque fois que je le faisais, je voyais le regard de Valérie se durcir, comme si la nostalgie avait une date d'expiration et que la mienne était dépassée. Mais peu à peu, lentement comme la rouille qui corrode sans faire de bruit, les choses ont changé. Cela a commencé par de petits commentaires, des observations qui semblaient inoffensives, mais qui étaient chargées de venin. « Georges, tu as encore laissé la lumière de la salle de bain allumée. L'électricité n'est pas gratuite, tu sais ? Georges, tu as pris une douche de 40 minutes. La facture d'eau va être élevée. Tu dois faire plus attention. Georges, tu as mangé la moitié du pain que j'ai acheté pour la semaine. Maintenant, il va en manquer. » Chaque petite chose que je faisais devenait un problème. Chaque petite dépense devenait du gaspillage. Comme si mon existence coûtait trop cher. Comme si j'étais un fardeau financier qu'il portait avec sacrifice. Et puis, les demandes directes ont commencé. C'était en octobre 2019, 6 mois après mon retour à la maison. Valérie m'a appelé dans la cuisine après le dîner. Olivier était à côté d'elle. Tous les deux avaient une expression sérieuse, comme ceux qui vont avoir une conversation importante. « Georges, » a commencé Valérie, posant des papiers sur la table, « nous devons parler des dépenses de la maison. » Je me suis assis, j'ai regardé les papiers, c'étaient des factures, électricité, eau, gaz, internet, téléphone, supermarché, assurance habitation. « Nous avons fait les comptes, » a-t-elle continué, passant son doigt rouge sur les chiffres. Et c'est très lourd de maintenir cette maison, très cher. Nous ne nous attendions pas à ce que cela coûte autant. Olivier a complété. « Papa, ce n'est pas qu'on se plaigne. Nous te voulons ici. Mais nous devons partager les coûts de manière équitable. »« Je paie, » ai-je dit. « Bien sûr que je paie. Combien pensez-vous qu'il soit juste ?» Valérie et Olivier se sont regardés. Puis elle a dit « 1 700 € par mois. 1 700 €. Sur ma retraite de 2 400, il me resterait 700 € pour les médicaments, les vêtements, les petites dépenses personnelles. D'accord, ai-je dit, parce que cela semblait raisonnable, parce que je voulais contribuer, parce que je ne voulais pas être un fardeau. Le mois suivant, j'ai commencé à transférer 1 700 € tous les premiers du mois sur le compte joint. De l'argent qui disparaissait immédiatement,
De l'argent que je ne revoyais jamais. De l'argent qui, selon Valérie, couvrait à peine les dépenses de base. Mais les plaintes n'ont pas cessé. « Georges, tu as encore acheté du pain à la boulangerie? J'achète au supermarché, ça coûte moitié prix. Tu jettes l'argent par les fenêtres. » C'était vrai. Je préférais le pain de la boulangerie Sabourin, celle du coin, où le propriétaire me connaissait depuis les années 60, où le pain sortait chaud du four à 7 heures du matin et avait le goût de l'enfance. Il coûtait 2,50 € de plus que le pain industriel du supermarché. Mais c'était mon argent, mes 700 €, mon petit plaisir. Mais Valérie ne le voyait pas ainsi. « Georges, tu as donné 15 € de pourboire au serveur. 15 €? C'est exagéré. 5 € auraient largement suffi. Georges, tu as dépensé 28 € pour acheter des fleurs à mettre sur la tombe d'Hélène. Tu fais ça toutes les semaines. Elle est morte, Georges. Elle n'a pas besoin de fleurs toutes les semaines. » Chaque dépense que je faisais était examinée, jugée, questionnée. Comme si mes 700 € n'étaient pas vraiment à moi, comme si j'avais besoin d'une autorisation pour dépenser ce qui restait de ma propre retraite. En décembre 2019, Valérie a commencé un autre type de contrôle. « Georges, nous pensons qu'il vaut mieux que tu ne sortes plus seul. Tu as 85 ans. Tu peux tomber. Tu peux te perdre. Tu peux te sentir mal dans la rue. C'est trop risqué. » Mais je suis toujours sorti seul, ai-je dit. Je suis toujours allé à la messe, au marché, à la place. C'était avant, a interrompu Olivier. Maintenant tu es plus fragile. Nous pensons juste à ta sécurité, papa. Sécurité. Ce mot qui peut signifier protection ou prison, selon qui l'utilise. J'ai commencé à demander la permission de sortir, comme un enfant, comme un adolescent puni. Valérie, puis-je aller à la messe dimanche? Olivier, peux-tu m'emmener à la banque demain? Valérie, j'ai besoin d'aller à la pharmacie chercher mes médicaments. Parfois il disait oui, parfois il disait non, toujours avec des raisons qui semblaient raisonnables. Trop froid, trop chaud, tu ne vas pas bien, nous sommes occupés, un autre jour, la semaine prochaine, le mois prochain. Peu à peu, j'ai arrêté de demander. Peu à peu, j'ai accepté que mon monde s'était rétréci pour tenir dans ces 4 murs. Chambre, salon, cuisine, salle de bain. Ma vie était devenue un circuit fermé. C'est en mars 2020, 1 an après mon retour à la maison, que j'ai entendu la première conversation révélatrice. C'était un jeudi après-midi. Valérie était dans la chambre au téléphone. J'étais dans le salon, dans mon fauteuil marron, faisant semblant de dormir. J'avais commencé à faire cela fréquemment. Faire semblant de dormir. Faire semblant de ne pas entendre. Parce que quand ils pensaient que je dormais, ils parlaient librement. Ils baissaient leur garde. « Oui, maman, je sais que c'est difficile, » disait Valérie. « Mais qu'est-ce que je peux faire? Il vit ici. Il mange ici. Il dépense l'électricité, l'eau, le gaz. C'est très cher de garder un vieux à la maison. Tu n'as pas idée. » Silence pendant qu'elle écoutait sa mère de l'autre côté. « Oui, il paie 1700. Mais ça couvre à peine la moitié des coûts réels. Sa nourriture à elle seule doit déjà coûter ça. Il mange beaucoup pour un homme de son âge. Je ne mangeais pas beaucoup, je mangeais normalement. Petit déjeuner simple, déjeuner modéré, dîner léger. Mais dans la vision de Valérie, je mangeais trop. J'existais trop, je coûtais trop. Et il y a aussi les médicaments. Il a plein de médicaments. Il tombe malade tout le temps. Il va chez le médecin tout le temps. C'est une dépense après l'autre. Mes médicaments étaient couverts par la sécurité sociale, le système de santé publique français. Je ne payais qu'une petite partie, et je payais de mon argent, de mes 700 €. Je sais, maman, mais on ne peut pas le mettre dans un EHPAD maintenant. Nous n'avons pas les moyens de payer. Et tant qu'il a cette maison, cette grande maison qui vaut une fortune, nous ne pouvons pas vendre. Il a l'usufruit. Donc nous sommes coincés. Coincés. C'est comme ça qu'elle voyait la situation. Ils étaient coincés avec moi. Et je les retenais prisonniers. Nous devons juste être patients. Il a 85 ans. Il ne va pas durer éternellement. Et quand il partira, la maison est à nous, totalement à nous. Et nous vendons, nous prenons l'argent,
Et enfin, nous pouvons avoir une vie meilleure. Une vie meilleure. Sans moi. Ma mort était leur billet gagnant. Je suis resté les yeux fermés, respiration lente, cœur battant de manière irrégulière dans ma poitrine. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était réveillé, quelque chose qui dormait depuis longtemps. De la colère? Non. La colère brûle vite et s'éteint. C'était autre chose. C'était de la clarté, c'était de la compréhension, c'était l'acceptation de la réalité nue et crue. Il ne m'aimait pas. Il ne me voulait pas, il me tolérait parce que c'était pratique, parce que je payais 1700 € par mois, parce qu'éventuellement j'allais mourir et ils allaient tout hériter. J'étais un investissement, pas un père, pas de la famille, un investissement avec un retour garanti dans le futur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté à regarder le plafond, écoutant l'horloge murale marquer les secondes, pensant à tout. À ma vie, à mon travail, à mon argent, à ma maison, à mon fils et à la femme qu'il avait choisie. Le lendemain, vendredi, j'ai attendu que Valérie et Olivier partent travailler. J'ai pris ma canne, je suis sorti de la maison lentement, j'ai pris le bus ligne 5 et je suis allé au bureau de Maître Blanchard, rue Émile Zola. Maître Blanchard était le notaire de la famille depuis plus de 25 ans. Homme petit, maigre, toujours en gilet et cravate, avec des lunettes à verre épais qui agrandissaient ses yeux. Il avait un petit bureau, mais organisé, avec des étagères pleines de livres de droit et une odeur de vieux papier. « Monsieur Moreau » a-t-il dit quand je suis entré, se levant de sa chaise, tendant la main. « Quelle bonne surprise! Comment allez-vous » ? « Maître Blanchard » ai-je dit, m'asseyant dans le fauteuil en cuir face à son bureau. « J'ai besoin de votre aide. Et j'ai besoin que cela reste entre nous. » Il a joint les mains sur son bureau. Expression sérieuse, professionnelle. Secret professionnel, monsieur. Toujours. Vous pouvez parler. Alors j'ai tout raconté, le compte joint. Les 165 000 €, les 1700 € mensuels, les humiliations, le contrôle, la conversation que j'avais entendue, la façon dont il me traitait, la façon dont il parlait de moi quand il pensait que je n'entendais pas. Maître Blanchard a tout écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a enlevé ses lunettes, les a nettoyées avec un mouchoir blanc, les a remises et a dit « Monsieur Moreau, vous êtes victime d'abus financiers et possiblement d'abus psychologiques aussi. Mais la bonne nouvelle est que vous êtes encore lucide, encore capable. Et tant que c'est vrai, vous avez des droits, nous allons les protéger. » Ces mots, aussi simples soient-ils, m'ont fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De l'espoir. « Que pouvons-nous faire ?» ai-je demandé. « Plusieurs choses. Première, nous devons tout documenter. Relevé bancaire détaillé du compte joint. Nous allons voir exactement où est allé cet argent. Deuxième, vous avez besoin d'une évaluation médicale complète, gériatre, neurologue, psychiatre si nécessaire, pour prouver que vous êtes en pleine capacité mentale. Troisième, nous pouvons ouvrir un nouveau compte uniquement à votre nom, dans une autre banque, et transférer ce qui reste de votre argent là-bas. Et quatrième, nous allons réviser votre testament. » « Testament » ai-je répété. « Oui, vous avez un testament actuel ? » ?»« Oui, je l'ai fait quand j'ai donné la maison à Olivier. Je lui laisse tout. » Maître Blanchard a hoché la tête lentement. Peut-être qu'il est temps de repenser cela. Mais allons-y doucement. D'abord, nous rassemblons les informations. Ensuite, nous décidons des prochaines étapes. Je suis sorti de son bureau ce jour-là avec une liste de choses à faire. Une liste qui semblait impossible pour un homme de 85 ans qui sortait à peine de chez lui, mais que j'allais faire, d'une manière ou d'une autre, parce que je n'avais pas le choix, parce que la dignité ne se négocie pas et le respect ne se mendie pas. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé ma mission silencieuse. D'abord, les relevés bancaires. Maître Blanchard les a demandés officiellement à la banque. Il a fallu 3 semaines pour qu'ils arrivent. Ils ont été envoyés à son bureau, pas chez moi. Secret absolu. Deuxième, l'évaluation médicale. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Arnaud Ferreira, gériatre recommandé par Maître Blanchard.
J'ai dit à Valérie et Olivier que c'était un rendez-vous de routine avec mon médecin généraliste. Ils n'ont même pas questionné. Le rendez-vous avec le docteur Ferreira était un mardi matin. Il a duré 3 heures. Il m'a fait passer tous les tests imaginables. Mémoire à court terme, répétez cette liste de mots. Mémoire à long terme, parlez de votre enfance. Orientation temporelle, quel jour sommes-nous? Quelle année? Quelle saison? Orientation spatiale, où sommes-nous? Quelle ville? Raisonnement logique, résolvez ce problème, cette séquence. Test physique, réflexe, coordination motrice, force, équilibre. À la fin, il s'est assis dans le fauteuil face à moi et a dit « Monsieur Moreau, vous êtes en pleine capacité cognitive. Votre mémoire est excellente pour votre âge. Votre raisonnement est intact. Votre orientation est parfaite. Physiquement, vous avez quelques limitations naturelles liées à l'âge, mais mentalement, vous êtes parfait. Pouvez-vous mettre cela par écrit ?» ai-je demandé. « Je vais faire un rapport complet. Il sera prêt la semaine prochaine. » Ce rapport était mon armure, ma preuve, mon bouclier contre toute tentative future de me déclarer incapable. 3e étape, le nouveau compte. Maître Blanchard m'a accompagné personnellement au Crédit Mutuel, une banque différente de celle qu'Olivier et moi utilisions. Nous avons ouvert un compte uniquement à mon nom. Un compte dont Olivier ne savait rien, n'avait pas accès, ne pouvait pas toucher. Mais nous n'avons pas encore transféré l'argent, pas encore. Parce que si nous transférions trop tôt, ils allaient s'en apercevoir, allaient réagir. Et je n'étais pas encore prêt pour la confrontation. C'était avril 2020. La France entrait en confinement à cause de la pandémie de Covid-19. Les rues sont devenues vides. Les magasins ont fermé. Les gens sont restés chez eux. Et moi, qui étais déjà prisonnier dans ma propre maison, j'ai juste vu ma prison devenir plus étroite. Pendant le confinement, Valérie et Olivier travaillaient de la maison. Ils étaient toujours là, toujours présents, toujours vigilants. Il est devenu impossible de faire quoi que ce soit sans qu'ils s'en aperçoivent, mais il est devenu plus facile d'écouter. Parce que, en travaillant de la maison, ils parlaient au téléphone tout le temps, faisaient des réunions par vidéoconférence. Et moi, assis dans le salon faisant semblant de lire le journal, j'entendais tout. C'est en mai 2020 que j'ai entendu la conversation qui a tout changé définitivement. Olivier était dans le bureau improvisé dans l'ancienne salle de couture d'Hélène, porte fermée. Mais les vieilles portes ne retiennent pas bien le son. J'étais dans le couloir, revenant lentement de la salle de bain, et j'ai entendu des voix. Je me suis arrêté. J'ai collé mon oreille sur le bois, et j'ai écouté. C'était Valérie. Il était au téléphone avec elle. Elle était allée à la pharmacie acheter des médicaments. « Oli, nous devons accélérer les choses. » « Accélérer comment ? L'argent s'épuise. Nous avons presque tout dépensé du compte. Il reste moins de 30 000 € là-bas maintenant. 30 000 sur 165 000 en moins d'1 an. Je sais, Val, mais que veux-tu que je fasse ? Demande-lui plus. Augmente sa contribution. 2 000 € par mois. Il a une retraite de 2 400. Laisse-lui 400. Il ne dépense pas tant que ça, de toute façon. Je ne sais pas s'il acceptera. Alors nous devons penser à autre chose. Tutelle. Curatelle. Une mesure légale qui nous donne le contrôle total. Comme ça, la retraite vient directement à nous et nous administrons comme nous voulons. Tutelle. Curatelle. Mise sous protection. C'étaient des termes que je connaissais. Des termes qui enlevaient à une personne le droit de décider de sa propre vie. Des termes qui transformaient un adulte en enfant, un citoyen en objet. Val, il va encore bien, il est lucide. Aucun médecin ne va signer un certificat disant qu'il a besoin d'un tuteur. Alors on attend qu'il se détériore. Un vieux de 85 ans se détériore vite. Dans quelques mois, il sera plus confus, plus oublieux. Là, on demande une évaluation médicale, on demande la mise sous protection et on obtient le contrôle. Et s'il ne se détériore pas, silence. Puis Valérie a dit, la voix froide comme la glace, « Tout le monde se détériore, Oli. C'est juste une question de temps.
Et plus il met de temps, moins il restera d'argent. Donc croise les doigts pour qu'il se détériore vite. Croise les doigts pour qu'il se détériore vite. Mon propre fils, écoutant sa femme dire ces mots et ne contestant pas, ne défendant pas, ne réagissant pas. Je me suis éloigné de la porte. Je suis retourné dans le salon lentement. Je me suis assis dans le fauteuil. Et j'ai finalement compris complètement. Ils n'attendaient pas seulement que je meure. Ils espéraient que je me détériore, que je tombe malade, que je perde la tête. Parce que comme ça, il serait plus facile de me contrôler, plus facile de tout prendre. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Blanchard depuis mon vieux portable, enfermé dans la salle de bain, l'eau du robinet ouverte pour masquer le son. « Maître », ai-je dit à voix basse, « j'ai besoin que vous transfériez l'argent, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. »« Les relevés sont arrivés, monsieur Moreau, » a-t-il dit, « et vous devez voir cela personnellement. Pouvez-vous venir demain ? Je vais me débrouiller. » Le lendemain, j'ai inventé que je devais aller chez le médecin. Rendez-vous de routine qui avait été reporté. Olivier a grogné, mais m'a emmené en voiture. Il m'a déposé à la porte du cabinet médical. A dit qu'il reviendrait dans 1 heure pour me chercher. Dès qu'il est parti, j'ai pris un taxi et je suis allé au bureau de Maître Blanchard. Les relevés étaient sur le bureau, 37 pages. 37 pages de chiffres qui racontaient l'histoire d'une trahison systématique et méticuleuse. « Asseyez-vous, monsieur Moreau », a dit gentiment Maître Blanchard. Je me suis assis. J'ai regardé ses papiers, et il a commencé à expliquer. « Au cours des 12 derniers mois, depuis que vous avez déposé les 165 000 € sur le compte joint, 137 000 € ont été dépensés. 137 000. En 1 an. Où est allé cet argent ? Ai-je demandé, bien que je savais déjà que je n'allais pas aimer la réponse. Maître Blanchard a commencé à feuilleter les relevés, pointant des éléments spécifiques. 28 000 €, achat de véhicules, Renault Capture neuve, immatriculé au nom de Valérie Moreau. 85 000 €, apport pour acquisition d'un bien immobilier à Saint-Malo, en Bretagne, maison de plage, enregistrée au nom d'Olivier Moreau et Valérie Moreau. Ils avaient acheté une maison de plage, avec mon argent, sans me le dire, 7 400 €, magasin de meubles, achat de canapé, table à manger, lit, livraison à une adresse à Saint-Malo. Ils avaient meublé la maison de plage, avec mon argent, 4 500 €, agence de voyage, billets et hôtels pour la Martinique. 2 personnes, 1 semaine. Ils avaient voyagé aux Caraïbes, avec mon argent. Pendant qu'ils me disaient que tout était serré financièrement, Maître Blanchard a continué. Restaurant cher, vêtements de marque, électronique, salle de sport, spa, dentiste esthétique, bijoux, parfums. Ce n'étaient pas des dépenses nécessaires, c'était des luxes, des caprices, la belle vie financée avec de l'argent qui ne leur appartenait pas. Et les dépenses de la maison, ai-je demandé. Les 1 700 € que je paie tous les mois? Maître Blanchard s'est tourné vers une autre section des relevés. Les dépenses réelles de la maison s'élèvent à environ 900 € par mois. Électricité, eau, gaz, internet, assurance, supermarché. Vous payez presque le double du nécessaire. Il me facturait 1 700, dépensait 900 pour la maison et empochait 800 de différence. Tous les mois, pendant 1 an, près de 10 000 € de plus. C'est de la fraude, monsieur Moreau. Usage abusif de comptes joints, abus financier de personnes âgées, ce sont des délits, punissables par la loi. Qu'est-ce qui reste? Ai-je demandé, la voix faible. 28 000 €. Sur 165 000, il restait 28 000. Ils avaient consommé presque tout mon argent en 1 an, et ils prévoyaient de prendre le reste, et ma retraite, et de me faire interner quand il ne resterait plus rien à sucer. « Monsieur Moreau, » a dit doucement Maître Blanchard, « voulez-vous porter plainte ?» J'ai réfléchi. J'ai pensé à Olivier enfant. J'ai pensé à toutes les couches que j'avais changées, toutes les nuits blanches quand il était malade, tous les sacrifices que j'avais faits pour qu'il étudie.
est un avenir, est une vie meilleure que la mienne. J'ai pensé à Hélène, à ce qu'elle dirait, à ce qu'elle ferait. Et j'ai pensé à moi, à 85 ans de vie honnête, de travail dur, d'argent gagné à la sueur de mon front. Je ne veux pas porter plainte, ai-je dit. Je veux quelque chose de mieux. Je veux une justice du genre qui fait plus mal, du genre qui enseigne. Maître Blanchard a hoché la tête lentement. Je comprends. Alors, faisons ce qui suit. Ce jour-là, nous avons pris des décisions définitives. Première, transfert immédiat des 28 000 € restants du compte joint vers mon compte personnel au Crédit Mutuel. Fait sur le champ, électroniquement, irréversible. Deuxième, redirection de ma retraite. À partir du mois prochain, les 2 400 € viendraient directement sur mon compte personnel, pas sur le compte joint. Troisième, clôture du compte joint. Quatrième, Nouveau Testament. Testament où je laissais absolument clair qu'Olivier hériterait uniquement et seulement de la nue propriété de la maison qui était déjà à lui. 0 €. 0 bien mobilier. 0 compte bancaire. Le reste serait divisé entre des institutions caritatives spécifiques qui s'occupaient des personnes âgées. Vous êtes sûr ? A demandé Maître Blanchard avant de rédiger. Absolument. Nous avons passé 2 heures à rédiger le testament parfait. Testament à l'épreuve de contestation. Testament qui laissait clair que j'étais en pleine capacité mentale. Nous avons annexé le rapport du docteur Ferreira. Testament qui expliquait mes raisons sans être trop émotionnel, mais en étant clair. Et nous avons inclus un paragraphe spécial, un paragraphe final, qui était un message direct pour Olivier. Je ne laisse que la maison à mon fils Olivier, non par générosité, mais parce qu'elle est déjà légalement à lui. Je ne laisse rien de plus, parce qu'il a déjà tout pris, pendant que j'étais encore vivant. J'espère que la maison qui a été construite avec amour deviendra un rappel constant que la dignité n'a pas de prix, que le respect ne s'achète pas, et que la vraie famille ne se mesure pas en euros. Signé Georges-Auguste Moreau. J'ai signé le testament. 2 témoins ont signé. Maître Blanchard l'a officiellement enregistré chez le notaire. Voilà, a-t-il dit. C'est fait. Et maintenant, j'attends le bon moment. Le moment où ça fera le plus mal. Je suis retourné au cabinet médical à temps pour qu'Olivier vienne me chercher. Je suis monté dans la voiture. Il a demandé comment s'était passé le rendez-vous. Normal, ai-je dit. Tout normal. Mensonge. Rien n'était normal. Tout avait changé. Mais il ne le savait pas encore. Juin est passé. Juillet est passé. Je continuais à faire semblant de normalité. À payer 1 700 € par mois. Mais maintenant, l'argent venait de mon compte personnel. Olivier et Valérie n'ont pas remarqué la différence, parce que l'argent continuait à arriver. Mais en août, ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas. C'était le 1er août, le jour où ma retraite tombait toujours. Olivier a vérifié le compte joint, a froncé les sourcils, a vérifié à nouveau. « Papa » m'a-t-il appelé, « ta retraite n'est pas tombée sur le compte. »« Non » ai-je dit, faisant semblant d'être surpris. « C'est étrange. Tu as changé quelque chose. Tu as parlé à quelqu'un de la CNAV. » La CNAV était la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'organisme qui paie les retraites en France. « Non » ai-je menti. « Je n'ai rien changé. Je vais devoir les appeler pour voir ce qui s'est passé. »« Vas-y » ai-je dit. « J'appelle. Je règle ça. » Mais je n'ai pas réglé. Évidemment, je n'ai pas réglé, parce qu'il n'y avait rien à régler. L'argent tombait normalement, juste sur un autre compte. Les jours sont passés. Olivier insistait. Je disais que j'essayais de régler, que la bureaucratie était compliquée, que ça allait prendre du temps. Le 15 août, ils ont remarqué autre chose. Valérie a essayé d'utiliser le compte joint pour payer quelque chose. Achat en ligne, carte refusée. Elle a réessayé, refusé. « Georges !» a-t-elle crié de la cuisine. « Le compte est vide. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je suis allé là-bas lentement. Elle était avec l'ordinateur portable ouvert, regardant un solde de 0. « Comment ça vide ?»
ai-je demandé. Zéro! Il y a 0 € sur le compte. Où est passé l'argent? Je ne sais pas, ai-je dit. Calme, tranquille. Peut-être que quelqu'un a piraté? Piraté? A-t-elle crié. Georges, l'argent ne disparaît pas. Quelqu'un a transféré. C'était toi? Moi? Comment je ferais ça? Je sais à peine utiliser l'ordinateur. Olivier est arrivé en courant du salon, a pris l'ordinateur portable des mains de Valérie, a regardé l'écran. Son expression est passée de la confusion à l'alarme. « Papa !» a-t-il dit, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien !» ai-je dit. Toujours calme, toujours tranquille. Je n'ai rien fait. Le compte a été fermé. Il est écrit ici qu'il a été clôturé sur demande du titulaire. Tu es titulaire avec moi. Tu as fermé le compte? Ah oui, ai-je dit, comme si je me souvenais de quelque chose sans importance. Je l'ai fermé. Le silence qui a envahi la cuisine était absolu. Valérie et Olivier me regardaient comme si j'avais parlé en langue extraterrestre. Tu l'as fermé? A répété Valérie. Quand? Pourquoi? Il y a quelques semaines. J'ai pensé que c'était mieux. Mieux? A-t-elle crié. Sa voix est montée de 2 octaves. Mieux pour qui? L'argent était là. Notre argent. Mon argent, ai-je corrigé. Voix basse mais ferme. C'était mon argent, de la vente de mon appartement, de ma retraite, le mien. Mais il était sur le compte joint, a dit Olivier. Il était censé servir pour la famille, pour la maison, pour nous tous. Et il a été utilisé, ai-je dit. J'ai vu les relevés, 137 000 € dépensés en 1 an. Voiture neuve, maison de plage, voyage à la Martinique, meubles, restaurants, vêtements. J'ai tout vu. La couleur a disparu du visage d'Olivier. Valérie a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Vous avez acheté une maison de plage avec mon argent, ai-je continué, sans me le dire, sans me demander. Vous avez juste pris, comme si c'était à vous. Nous allions te le dire, a commencé Olivier. Quand? L'ai-je interrompu. Quand vous auriez déjà tout dépensé? Quand il ne resterait plus rien? Valérie a retrouvé sa voix. Georges, tu ne comprends pas. Cet argent était pour la famille, pour nous tous. La maison de plage est pour que nous l'utilisions tous, pour toi aussi. Je n'ai jamais été invité, ai-je dit. Vous y êtes allé en juillet. Vous avez passé 2 semaines là-bas. Je suis resté ici tout seul. Vous ne saviez même pas que je savais que vous l'aviez acheté. Olivier a passé sa main dans ses cheveux, a respiré profondément. Papa, d'accord, d'accord. Nous avons fait une erreur. Nous aurions dû te le dire. Mais ce n'était pas avec de mauvaises intentions. Nous voulions juste, nous pensions que j'étais trop bête pour m'en apercevoir, ai-je complété, que j'étais trop vieux pour comprendre, que j'allais mourir bientôt de toute façon, donc peu importe. Non, a nié Olivier, mais le déni sonnait faux même pour lui. J'ai entendu, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux qui avaient la même couleur que les miens. Je vous ai entendu parler, disant que je mettais trop de temps à mourir, disant que vous attendiez que je me détériore pour demander la mise sous protection, disant que vous deviez avoir de la patience parce que bientôt je serais assez confus pour que vous preniez le contrôle total. Olivier a fermé les yeux. Valérie a regardé le sol. Donc oui, ai-je continué, j'ai fermé le compte. J'ai transféré ce qui restait sur un compte uniquement à mon nom. J'ai redirigé ma retraite et j'ai protégé ce qui est à moi. « Où est l'argent ?» a demandé Valérie, sans détour, droit au but, parce qu'au final c'était la seule chose qui comptait pour elle. En lieu sûr. Combien reste-t-il? Suffisamment. Georges, a-t-elle explosé. Tu ne peux pas faire ça. Tu vis ici, tu manges ici, tu utilises tout ici, tu dois contribuer. Je contribue, ai-je dit calmement. J'ai contribué pendant 1 an entier avec 1 700 € par mois, bien plus que les dépenses réelles de la maison qui sont de 900 €. Vous empochiez la différence.
Tous les mois, vous pensiez que je n'allais pas découvrir. » Olivier a ouvert les yeux. « Comment sais-tu combien sont les dépenses de la maison? Parce que j'ai vu, relevé détaillé, chaque facture, chaque dépense, chaque centime. J'ai tout vu. »« Tu nous as espionnés ?» a dit Valérie, incrédule. « Tu as fouillé dans nos dépenses? Quel genre de père fait ça? »« Le genre qui est volé par ses propres enfants, » ai-je répondu. « Nous ne t'avons pas volé, » a crié Olivier, la première fois qu'il me criait dessus depuis des décennies. Cet argent était sur le compte joint, c'était légal. Nous avions un accès légal. Avoir accès ne signifie pas avoir la permission, ai-je dit. Un compte joint n'est pas un chèque en blanc pour tout dépenser sans consulter. Surtout quand c'est de l'argent que j'ai mis, de l'argent que j'ai gagné, de l'argent que je vous ai confié. Silence pesant. Puis Valérie a fait un pas en avant. Sa voix a changé, est devenue douce, manipulatrice, le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Georges, écoute, parlons calmement, réglons ça. Nous savons que nous avons fait une erreur, mais nous pouvons arranger ça. Tu peux remettre l'argent sur le compte joint. Nous promettons d'être plus transparents. Nous promettons de te consulter sur tout. D'accord? Non. Georges, non, ai-je répété. Je ne vais pas remettre l'argent sur un compte auquel vous avez accès. Je ne vais pas refaire confiance. Vous avez eu ma confiance, et vous l'avez gaspillée. Alors comment ça va fonctionner? A demandé Olivier. Tu vas vivre ici gratuitement, manger gratuitement, utiliser tout gratuitement? Je vais payer ma part équitable, ai-je dit. 900 € par mois, c'est ce que la maison coûte réellement. Je vais transférer tous les mois, mais du reste de ma retraite, vous ne touchez plus. C'est à moi. Et si on n'accepte pas, a dit Valérie. Et si on dit que tu dois payer les 1700 ou partir? J'ai un droit d'usufruit viager, ai-je dit calmement. Enregistré chez le notaire. Cette maison est légalement à vous, mais j'ai le droit légal d'y vivre jusqu'à ma mort. Vous ne pouvez pas m'expulser. C'est la loi. La mâchoire de Valérie s'est serrée. On peut te poursuivre. Demander qu'un juge t'oblige à contribuer davantage. Vous pouvez essayer, ai-je dit, mais j'ai un certificat médical récent prouvant que je suis en pleine capacité mentale. J'ai des relevés prouvant que j'ai payé plus que ma part pendant 1 an. J'ai la documentation de toutes vos dépenses excessives et j'ai un avocat. Bonne chance. Olivier s'est assis sur la chaise de la cuisine, a mis sa tête entre ses mains. Je n'arrive pas à croire ça. Je n'arrive pas à croire que mon propre père nous fait ça. Moi non plus je n'arrivais pas à croire, ai-je dit doucement, que mon propre fils serait capable de me voler et de planifier de me faire interner pour prendre le reste. Il n'a pas répondu. Parce qu'il n'avait pas de réponse. Cette nuit-là, personne n'a dîné. La maison est restée dans un silence tendu. Valérie a verrouillé la porte de la chambre. Olivier a dormi sur le canapé. Je suis resté dans mon lit, regardant le plafond, écoutant mon cœur battre de manière irrégulière, mais ressentant quelque chose de nouveau, du pouvoir, du contrôle, de la dignité retrouvée. Les mois suivants ont été une guerre froide. Il ne me traitait pas bien, mais il ne pouvait pas non plus me traiter trop mal, parce que maintenant j'avais une voix, j'avais de l'argent, j'avais de l'autonomie, et il savait que s'il dépassait certaines limites, j'avais les ressources pour réagir. J'ai recommencé à sortir, sans demander la permission. Je sortais simplement. Je prenais mon manteau, ma canne, et j'y allais. À la place, à l'église, au café, où je voulais. Au début, Valérie a essayé de protester. « Georges, tu ne devrais pas sortir seul, c'est dangereux. »« J'ai 85 ans, ai-je dit. J'ai marché seul pendant 85 ans. Je pense que je sais prendre soin de moi. Mais si tu tombes, si tu te sens mal, alors quelqu'un va m'aider, comme ils l'ont toujours fait. J'ai un portable, je sais appeler au secours. Je ne suis pas invalide. » Elle n'a pas insisté, parce qu'elle savait qu'elle n'avait plus de contrôle. Je suis retourné voir Maurice à la place. Il a remarqué le changement immédiatement. « Georges !» a-t-il dit, me regardant avec ce regard pénétrant de quelqu'un qui connaît quelqu'un depuis 80 ans. « Tu es différent, plus droit,
plus vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis souvenu que je respire encore, ai-je dit, et que tant que je respire, j'ai encore des droits. Il a ri. Il était temps, mon vieux. Il était temps. J'ai recommencé à faire des choses que je ne faisais plus depuis des années. J'achetais du pain à la boulangerie que j'aimais. Je prenais un café au bistrot du coin. J'achetais des fleurs toutes les semaines pour la tombe d'Hélène. Je dépensais mon argent comme je voulais, parce que c'était le mien. Valérie se plaignait toujours, mais maintenant je m'en fichais. Georges, tu as encore acheté du pain cher. Oui, je l'ai acheté. C'est du gaspillage. C'est mon argent. Mon gaspillage. Elle soufflait, mais ne pouvait rien faire. En octobre 2020, ma santé s'est dégradée, pas beaucoup, mais suffisamment pour être remarquée. Le cœur défaillait davantage. Les vertiges venaient plus fréquemment. Je me fatiguais plus vite. Je dormais plus. Valérie et Olivier l'ont remarqué, et j'ai vu dans leurs yeux cet espoir terrible, l'espoir que je commençais enfin à décliner. Ils ont pris rendez-vous avec un médecin, pas le docteur Ferreira, un autre, un médecin qu'ils connaissaient, un médecin qui, je le suspectais, pourrait être convaincu d'écrire un certificat commode. Le rendez-vous était en novembre. Docteur Rousseau, homme d'environ 60 ans, gros ventre, expression fatiguée. Il m'a examiné rapidement, a posé des questions basiques, a prescrit des médicaments. À la fin, avec Olivier présent dans la salle, il a dit « Monsieur Moreau, vous allez bien pour votre âge, mais vous avez besoin d'un suivi plus proche, vous avez besoin de soins. »« Oh, je m'occupe de lui, » a dit rapidement Olivier. « Nous prenons soin de lui à la maison. » Oui, mais peut-être qu'il est temps de considérer d'autres options, des établissements spécialisés, EHPAD, des endroits où il aurait des soins professionnels 24 heures sur 24. Maison de retraite médicalisée, il suggérait une maison de retraite. « Je n'ai pas besoin de maison de retraite, » ai-je dit fermement. « Je vais bien. Je vis avec mon fils. J'ai un suivi médical. Je vais bien. » Le docteur Rousseau a regardé Olivier. Olivier a regardé en retour. Quelque chose est passé entre eux. Quelque chose que je n'ai pas aimé. « Voyons comment ça évolue, » a dit le médecin, « mais gardez cette possibilité à l'esprit. » Nous sommes sortis du cabinet. Dans la voiture, Olivier a dit « Papa, peut-être que le médecin a raison. Peut-être que tu as besoin de soins que nous ne pouvons pas donner. »« Je n'irai pas en maison de retraite, » ai-je dit. « J'ai le droit de vivre dans la maison. J'y vivrai jusqu'à ma mort. »« Mais si tu n'es pas en état... » Je suis en état. J'ai un certificat médical qui le prouve, du docteur Ferreira, gériatre spécialisé, disant que je suis en pleine capacité. Olivier est resté silencieux le reste du trajet. En décembre, ils ont fait une nouvelle tentative. Ils ont apporté des papiers d'un EHPAD à Tours. Établissement moderne, disait-il, propre, disait-il, avec des activités, de la kinésithérapie, un jardin. « Juste pour que tu vois, papa, » a dit Olivier. « Tu n'as pas besoin de décider quoi que ce soit maintenant. Juste regarder. » J'ai regardé les papiers. Prix 3 500 € par mois, plus que toute ma retraite. « Comment pensez-vous payer ça ?» ai-je demandé. « Avec ta retraite, » a dit Valérie. « Et nous complétons ce qui manque. » Mensonge. Ils n'allaient rien compléter. Ils allaient mettre toute la retraite là-dedans et ça ne suffirait toujours pas. Et devinez qui allait être endetté? Moi. Et devinez qui allait devoir payer la différence? Eux, en utilisant mon argent qu'ils essaieraient de prendre via la mise sous tutelle. Je ne vais pas signer, ai-je dit. Je n'irai pas en EHPAD. Je vis ici. Je meurs ici. Papa, sois raisonnable. Je suis parfaitement raisonnable. C'est vous qui êtes intéressé. Intéressé, a explosé Valérie. Nous essayons de t'aider. Vous essayez de vous débarrasser de moi, ai-je dit calmement, pour avoir la maison libre, pour ne pas avoir à me supporter, pour ne pas avoir à partager l'espace avec un vieux qui insiste à ne pas mourir assez vite. Ce n'est pas vrai, a dit Olivier, mais sa voix n'avait pas de conviction. Alors regarde-moi dans les yeux, ai-je dit, me tournant vers lui, et dis-moi honnêtement que vous ne vous sentirez pas soulagé quand je mourrai. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, a détourné le regard. Silence.
Réponse suffisante. Janvier 2021 est arrivé froid et pluvieux. Mon anniversaire était le 23. J'ai eu 86 ans. Valérie a fait un gâteau. Petit, sans bougie, sans fête. Ils ont chanté joyeux anniversaire sans enthousiasme. J'ai remercié poliment. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai pensé à tout. À 86 ans de vie, à 54 ans de travail, à 64 ans de mariage, à un fils que j'avais élevé, à des petits-enfants que je n'ai jamais eus parce qu'Olivier et Valérie avaient décidé qu'ils ne voulaient pas d'enfants. J'ai pensé à Hélène, à ce qu'elle dirait de tout ça, et j'ai entendu sa voix dans ma tête, claire comme si elle était là. Protège ta dignité, Georges, c'est tout ce que tu as. Alors j'ai décidé. J'ai décidé que je n'allais pas attendre passivement. Je n'allais pas rester juste à me défendre. J'allais attaquer, j'allais donner la leçon finale, la leçon qu'ils allaient te porter pour toujours. J'ai appelé Maître Blanchard le lendemain. « Maître, j'ai besoin d'ajouter quelque chose au testament. »« Oui, monsieur ? Je veux que le jour de la lecture du testament, vous lisiez à voix haute non seulement les dispositions légales, mais aussi une lettre que je vais écrire, une lettre pour mon fils, expliquant tout, laissant clair pourquoi il ne reçoit rien d'autre que la maison qu'il a déjà. « Je peux faire ça, » a dit Maître Blanchard. « Je peux annexer une lettre personnelle au testament. Elle sera lue après les dispositions légales. » Parfait. J'ai passé la semaine suivante à écrire la lettre, à la réécrire, à la perfectionner. Je ne voulais pas que ce soit une lettre coléreuse. Je voulais qu'elle soit vraie, douloureuse, inoubliable. J'ai fini en février. 3 pages, écrites à la main, avec l'écriture tremblante d'un vieux mais les mots fermes d'un homme qui savait exactement ce qu'il voulait dire. Je l'ai apporté à Maître Blanchard. Il l'a lu. Quand il a fini, il a enlevé ses lunettes et s'est essuyé les yeux. C'est une lettre puissante, monsieur Moreau. C'est la vérité. Ça va faire mal. Ça doit faire mal. La douleur enseigne. Il a annexé la lettre au testament. Tout enregistré. Tout officiel. Tout prêt pour le jour où je ne serai plus là pour parler pour moi-même. Mars est arrivé. Avril. Mai. Ma santé oscillait. Bons jours et mauvais jours. Cœur défaillant plus fréquemment. Fatigue profonde. Mes esprits toujours lucides. Mémoire toujours intacte. Volonté toujours ferme. En juin, j'ai eu un autre malaise. Plus sérieux cette fois. Je suis tombé dans la cuisine. Je me suis cogné la tête. Ça a saigné. Ambulance. Hôpital. 3 jours hospitalisés. Examen. Plus d'examens. Médecin avec des expressions sérieuses disant que mon cœur était à la limite, que n'importe quel jour il pouvait s'arrêter, que je devais me préparer à mourir, il voulait dire. Mais il ne le disait pas ouvertement. Les médecins ne disent jamais ouvertement. Olivier voulait que je reste à l'hôpital. Transfert vers une unité de soins de longue durée. J'ai refusé. J'ai signé une décharge de responsabilité. Je suis retourné à la maison. Parce que si j'allais mourir chez moi, dans mon lit, avec ma dignité. Juillet a été un mois difficile. Je pouvais à peine me lever. Je passais la journée au lit ou dans le fauteuil. Valérie a engagé une infirmière pour venir 3 fois par semaine. Contrôle de tension, médication, hygiène de base. Olivier et Valérie ont commencé à parler entre eux comme si je n'étais pas présent. Des funérailles. De la paperasse, de ce qu'il faudrait faire après. J'écoutais, mais je ne réagissais pas, je gardais juste. Je notais mentalement. Dernière collection de preuves de qui ils étaient vraiment. En août, j'ai appelé Maître Blanchard pour la dernière fois. Il est venu à la maison. Il est monté jusqu'à ma chambre. S'est assis sur la chaise à côté du lit. « Monsieur Moreau » a-t-il dit doucement. « Maître » ai-je dit, voix faible mais ferme, je veux être sûr que tout sera exécuté exactement comme nous l'avons planifié. Ça le sera. J'ai toutes les copies, tout enregistré, tout protégé. Quand le moment viendra, le testament sera exécuté exactement comme vous l'avez déterminé. Et la lettre, elle sera lue, intégralement,
en présence de votre fils et de votre belle-fille. Merci, ai-je dit, pour tout, pour avoir cru, pour m'avoir aidé, pour m'avoir donné une voix quand il pensait que je n'en avais plus. Il a serré ma main. C'était un honneur, monsieur. Un véritable honneur. Septembre est passé lentement. Octobre encore plus lentement. Le 27 octobre, un mardi pluvieux, je me suis réveillé en sachant que c'était le jour. Je ne sais pas comment je le savais. Je le savais juste. Le corps sait quand il se termine. J'ai appelé Olivier. Il est venu. S'est assis à côté du lit. « Fils, ai-je dit. Oui, papa. Je t'ai aimé. Tu le sais ?» Il est resté silencieux, puis a hoché la tête. « Je sais. Tu m'as aimé ?» Silence plus long, puis « oui. » Mensonge. Mais mensonge gentil, mensonge d'adieu. « C'est bon, ai-je dit. C'est assez. » J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. J'ai senti le cœur défaillir. 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 Et s'arrêter. Bureau de maître Blanchard. Petite salle avec des étagères de livres juridiques et une odeur de vieux papier. 3 personnes assises, Olivier Moreau, Valérie Moreau et maître Blanchard. Le notaire a ouvert un dossier épais, a ajusté ses lunettes, a commencé à lire « Testament de Georges-Auguste Moreau, établi par notaire en avril 2020 ». Il a lu les dispositions légales. Olivier hérite de la nue propriété de la maison qu'il a déjà. Fin. 28 000 € restant plus l'accumulé de la retraite, total de 36 000 €, divisés également entre les petits frères des pauvres, la Croix-Rouge, une maison pour Alzheimer, association pour l'autonomie des seniors. Valérie est devenue blanche. Olivier a fermé les yeux. « Il y a plus », a dit maître Blanchard. Monsieur Moreau a laissé une lettre personnelle à lire à ce moment. Il a pris une enveloppe, l'a ouverte, a sorti 3 feuilles écrites à la main et a commencé à lire la lettre finale de Georges Moreau. « Mon fils, si tu entends ceci, cela signifie que je suis parti. Cela signifie que j'ai finalement arrêté de mettre trop de temps à mourir, comme toi et ta femme l'espériez tant. Je ne te laisse que la maison qui était déjà à toi, la maison où tu m'as humilié, la maison où j'ai passé les dernières années de ma vie à être traité comme un fardeau, comme un encombrement, comme un compte qui ne tombe pas juste. Je ne laisse pas d'argent parce que tu l'as déjà pris, 137 000 € en 1 an. Maison de plage, voiture neuve, voyage, luxe, tout avec de l'argent que j'ai travaillé 54 ans pour gagner. J'ai entendu chaque conversation, vu chaque relevé, connu chaque plan. Vous pensiez que j'étais bête, que j'étais confus, que je ne comprenais pas. Mais j'ai tout compris, et j'ai choisi de ne pas réagir avec colère. J'ai choisi de réagir avec justice. L'argent qui reste va à ceux qui s'occupent vraiment des personnes âgées. À ceux qui croient encore que la dignité n'a pas d'âge, à ceux qui traitent les vieux comme des humains, pas comme des objets attendant d'expirer. J'espère que tu seras heureux dans cette maison. J'espère qu'à chaque fois que tu y entreras, tu te souviendras de moi. Tu te souviendras du père que tu as eu et du fils que tu as été. J'espère qu'un jour, quand tu seras vieux, tes enfants, si tu en as, te traiteront mieux que tu ne m'as traité. Je ne te déteste pas. La haine exige une énergie que je n'ai plus. Je te donne juste la seule chose que je peux donner maintenant, une leçon. La dignité ne se négocie pas. Le respect ne s'achète pas. L'amour n'attend pas l'héritage. Et la vraie famille se construit avec des gestes, pas avec des gènes. Adieu, mon fils. Puisses-tu apprendre de ceci. Ton père, Georges. Silence absolu quand maître Blanchard a fini de lire. Valérie avait des larmes aux yeux. De colère, pas de tristesse. Olivier était courbé sur sa chaise, main couvrant son visage. « C'est tout », a dit maître Blanchard, repliant la lettre et la remettant dans l'enveloppe. « Le testament est définitif et incontestable. Des questions ?» Personne n'a répondu. Ils sont sortis du bureau en silence, sont montés dans la voiture, sont retournés à la maison qui était à eux.
la seule chose qu'ils ont héritée de Georges Moreau. La maison, et une leçon qu'ils allaient apporter pour toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire a touché votre cœur, mettez un like maintenant et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour plus de récits de résilience et de dignité dans le troisième âge. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Georges a bien fait? Auriez-vous eu le même courage de vous protéger? De quelle ville nous regardez-vous? Et souvenez-vous toujours, le respect n'est pas une faveur, c'est un droit. La dignité n'a pas de date d'expiration. Et le véritable amour ne se mesure pas au patrimoine.